En direct de la place de la Nation, point de dispersion de la manifestation parisienne, notre correspondant sur place. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour vous faire vivre ce 1er mai que les syndicats annonçaient historique. 14 ans qu'ils n'avaient pas défilé sous la même bannière. Pour le 1er mai, la CGT annonce 550 000 manifestants à Paris et 2 300 000 dans l'ensemble du pays. La police 112 000 à Paris et 782 000 dans l'ensemble du pays. Les syndicats souhaitaient un 1er mai festif alors que le préfet de police à Paris redoutait lui des violences. 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés en France pour sécuriser les cortèges, dont 5 000 à Paris, et les fameux drones pour surveiller ces cortèges. 68 interpellations ont eu lieu dans la capitale ce soir, je vous le précise. Avec nous pour commenter et analyser l'ensemble de cette journée, Thomas Vacheron, qui est membre de la direction confédérale de la CGT, Didier Rendu, premier secrétaire général adjoint du syndicat SCS-ICFDT, le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Eddy Fougier, politologue, chargé d'enseignement à Sciences Po Aix, vous êtes spécialiste des mouvements protestataires et de l'altermondialisme. Et puis je suis rejoint par mes 3 camarades, Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV, Cécile Olivier, chef de notre service police-justice, et Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de notre chaîne. Didier Rendu, alors on voit ces images de fin de manifestation qui sont devenues assez classiques. La dispersion ne rend pas compte de ce qui s'est passé pendant la journée, mais voilà, elle dit quelque chose en tout cas de la façon dont ça se termine. Qu'est-ce qui vous frappe ? Ce qui me frappe surtout, c'est la violence de certaines images, mais il ne faudrait pas s'arrêter non plus à ce que les images montrent. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Vacheron tout à l'heure, c'est que sur 95% de l'ensemble du territoire, tout s'est relativement bien passé, sans heurts ni blessés, et ça on le doit aussi à l'action des forces de l'ordre. 12 000 forces de l'ordre engagées sur le territoire national, dont 5 000 sur la préfecture de police. C'est à mettre au crédit de nos collègues qui sont engagés sur ces théâtres de maintien de l'ordre. Moi, je voudrais remercier aussi les pompiers, les gens qui composaient les services d'ordre des centrales syndicales, qui permettent aussi de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, avoir une pensée émue pour l'ensemble des collègues qui ont été blessés à l'occasion de ces manifestations. Et notamment, vos images l'ont montré, des collègues durement touchés dans leur chair. Et donc, ce soit une pensée émue pour eux, pour leur famille et leurs collègues. Je leur adresse mes sincères vœux de rétablissement. Ce qui est marquant aussi, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'était quasiment annoncé en début de matinée par Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris. On a vu effectivement sur ces images des collègues sur des situations de maintien de l'ordre en net repli, parfois avoir le sentiment d'être un petit peu débordé par un bloc très volatile, très mobile, difficile à maîtriser, notamment sur la fin de la manifestation. Oui. Donc effectivement, les images traduisent un petit peu cette difficulté d'appréhender aujourd'hui ce qui est devenu maintien de l'ordre. Bien oui. On va retourner tout de suite sur place à la Nation pour retrouver notre journaliste BFM TV. Ça reste compliqué au moment où nous parlons. Oui, tout à fait. La situation, elle est assez illisible pour nous sur le terrain parce que, en fait, sur cette place de la Nation, il y a plusieurs situations dont nous sommes témoins. Il y a ces manifestants très calmes qui appartiennent à des syndicats et qui terminent tranquillement cette manifestation du 1er mai. Et puis, vous avez aussi un Black Bloc très volatile. Ils sont un peu présents à tous les endroits, toutes les artères qui composent ce rond-point de la place de la Nation. Et ce sont des moments d'alternance entre des moments de tension, des charges de CRS, des tirs de lacrymogènes et de l'autre côté des tirs de projectiles. Et puis vous avez aussi des moments où tout redevient très calme. Vous le voyez là, par exemple, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Une situation donc difficilement lisible ici, place de la Nation, d'autant qu'il est aussi très difficile, si vous le souhaitez, en tant que manifestant, de sortir de cette place de la Nation, parce que tout simplement, les axes qui permettent de sortir de cette place de la Nation sont fermés par les forces de l'ordre. Le seul moyen, c'est d'emprunter le cours de Vincennes pour sortir de cette manifestation. J'ai bien compris, les manifestants non violents, j'ai envie de vous dire les vrais manifestants, eux, sont au moment où nous parlons bloqués par la police avant de pouvoir quitter la place de la Nation, c'est bien cela ? Effectivement, on peut les identifier parce qu'il y en a certains qui portent des chasubles où il y a marqué la CGT, Sudrail. On les voit très bien, ils sont très calmes, ils cherchent justement un moyen de sortir. Mais même nous, quand nous sommes arrivés place de la Nation, nous avons vu que tous les axes sont bloqués par ces CRS. Donc vous avez en fait un mélange de
manifestants, de syndicalistes très calmes, et puis des Black Blocs, des individus plus énervés et qui, eux, font face aux forces de l'ordre. Didier Randu, quelles sont les difficultés pour les forces de police au moment où nous parlons? Voilà, c'est-à-dire à la fois de maintenir une forme de fin de manifestation digne de ce nom, protéger ceux qui s'y trouvent et en même temps écarter les violents. Je crois que vous le dites assez bien, la place de la Nation est un milieu très ouvert, avec des possibilités d'aller et venir qui sont multiples. Il faut aujourd'hui permettre à ces manifestants qui sont venus pacifiquement pouvoir rentrer chez eux sans prendre le risque de se faire agresser ou de se trouver au milieu d'un feu nourri entre les forces de l'ordre et les manifestants, et puis permettre aussi aux forces de l'ordre de pouvoir on voit une charge en ce moment. Voilà, et de pouvoir intervenir dans un milieu qui ne puisse pas laisser d'échappatoire à ceux qui commettent ces séries d'exactions. Rappelons que la fête du 1er mai, c'est la fête des travailleurs et pas la fête des casseurs, et que la légitimité de ces actions, elle a tout son sens. Donc là, ce que l'on voit, ce sont des mouvements de police afin à la fois de protéger ceux qui veulent partir, les manifestants, et en même temps de refouler une partie des casseurs. Je vous ai bien compris? Exactement. Bon, vous nous dites en fait que ces drones que l'on commentait il y a quelques instants sont finalement le résultat de ce que vous appelez la faillite politique du président de la République. Vous avez bien compris? Complètement. Quel est leur rôle aujourd'hui dans les manifs? Moi, Et est-ce que c'est un outil que vous souhaitiez avoir un jour ou l'autre? Alors, non seulement on souhaitait l'avoir, mais c'est heureux qu'on l'ait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il était utilisé par qui? Par les trafiquants de stupéfiants pour faire la promotion et la surveillance de leur point de deal, pour éventuellement effectuer des livraisons au niveau des prisons. Donc moi je trouve aujourd'hui que c'est un outil... J'entends bien, mais là on est dans des manifestations. On est dans des manifestations. Pardonnez-moi, je crois que vous-même vous y participez aujourd'hui. On est exactement, mais je pense que c'est heureux de pouvoir bénéficier d'un outil qui est capable de sécuriser des cortèges. C'est un outil d'appui qui permet de repositionner tactiquement les forces au sol, d'avoir une vision stratégique de ce qui se passe d'un point de vue aérien, et puis également d'être un outil d'aide à l'enquête au niveau des images qui sont captées et qui peuvent être ensuite exploitées dans un cadre judiciaire. Par ailleurs, je pense qu'il faut rappeler certaines garanties en matière de captation d'images. C'est que sur les images prises par les drones, on n'avait pas de son. Il est interdit d'effectuer des captations sur des lieux de résidence privés. Et puis, la détention de ces images, elle est délimitée dans le temps. Alors, j'allais vous dire, est-ce que ces images sont archivées ou est-ce qu'elles ont une durée limite? Elles ont une durée limitée de conservation à 7 jours, sauf si elles ont nécessité d'être exploitées dans un cadre judiciaire. Dans ces cas-là, on aura une autorisation spécifique de la part du procureur de la République. Est-ce qu'elles ont permis, comme on semblait le dire en début de journée, d'arrêter à Lyon 21 personnes qui étaient en train de casser un magasin aujourd'hui? Exactement. Alors après, il y aura le temps de la judiciarisation. Bien mais sûr. En tout cas, ça permet aux forces de l'ordre qui étaient sur le terrain, grâce à cet outil d'appui, de pouvoir identifier des gens qui ont pillé un magasin. Et on verra si, à l'appui de ces images qui sont fournies, la justice reconnaît ou non leur culpabilité. Didier Randu, elle a été plus dure que d'habitude pour nos policiers et la préfecture dans son ensemble aujourd'hui? Je pense qu'il faudra attendre la consolidation des chiffres pour vous répondre précisément, mais les images le montrent. Il y a des scènes qui sont terrifiantes. On a vu tout à l'heure une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée par engin incendiaire. C'est des images qui font froid dans le dos. On a vu des collègues au sol inanimés qui ont reçu des pavés, donc effectivement, ou des tirs de mortier. Ce sont des images qui sont quand même assez saisissantes. On voit qu'effectivement la dispersion, la fin de cette manifestation est rendue très compliquée. Donc oui, en tout cas, on a le sentiment que la journée a été très dure. Et il faut mettre surtout en lumière le haut niveau d'engagement des forces de l'ordre depuis le début de ces manifestations. Et je rappelle qu'il y aura sans doute d'autres rassemblements à venir, mais que dans les mois qui arrivent, on aura aussi des événements nationaux et internationaux. Je prends la Coupe du Monde de rugby, mais je prends aussi l'arrivée du pape à Marseille, je prends la célébration des débarquements de Provence et de Normandie, je prends l'année prochaine les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui vont forcément rajouter de l'engagement au surengagement déjà des forces de l'ordre. Donc ça devient très compliqué. Ce qu'on est en train de décrire, c'est, je dirais, les moments successifs d'une journée qui se termine avec des violences pour les forces de l'ordre. Ça s'embrase à une vitesse folle et après vos interventions, on a l'impression qu'en 5-10 minutes, ça semble maîtrisé, puis ça repart parfois.
C'est ça, et ce qui me choque un peu dans les propos du reporter, c'est surtout de voir qu'on a affaire à des gens qui sont là en simples spectateurs, sans aucune conscience du danger, et leur présence vient à rajouter de la difficulté à l'intervention des forces de l'ordre. Parce que, ah oui, vous voulez dire les badins qui traînent, en gros? Exactement. C'est à un moment donné, ça devient compliqué pour les forces de l'ordre de savoir qui fait quoi et qui va où. Donc, j'en appelle aussi au civisme des gens. C'est pas du théâtre, c'est la réalité. Ce qui se passe est extrêmement dangereux. Il faut quand même avoir conscience du danger. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé tout à l'heure. C'est 108 gendarmes et policiers blessés. Et je rappelle juste un chiffre, c'est que par an, on a plus de 10 000 policiers et gendarmes qui sont blessés en mission. Et j'insiste, en mission, pas en service. On prendrait en compte les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de service. C'est un policier ou gendarme par heure. Il faut quand même avoir conscience de ce chiffre. C'est significatif. Et bien évidemment, ce chiffre, il augmente sur ces maintiens de l'ordre.